proie et l'antiseptique, j'ai écouté un message vocal qui aurait dû m'anéantir. Au lieu de cela, il a tout clarifié. La voix de ma mère était glaciale, polie, contrôlée, cette même voix qu'elle utilisait quand elle voulait paraître juste devant des inconnus. On te coupe les vivres. Ne nous recontactez plus. Nous avançons sans toi. Puis elle a raccroché comme si elle rendait un verdict, et non comme si elle abandonnait sa propre fille. Je suis restée là à fixer le mur en béton pendant qu'un agent d'entretien poussait un chariot devant moi et qu'une alarme de code résonnait quelque part dans le couloir. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas rappelé. Je l'ai réécouté une fois, puis deux, parce que j'avais besoin d'entendre le mépris assez clairement pour arrêter de me mentir sur ce qu'était devenu ma famille. Ils ne m'avaient pas seulement mise à la porte. Ils avaient enfin dit tout haut ce qu'ils pratiquaient depuis des années. Je n'étais utile que lorsque je résolvais leurs urgences, signais leurs formulaires, nettoyais leurs dégâts et rendais leur vie respectable vue de l'extérieur. À la seconde où j'ai cessé d'être pratique, je suis devenue jetable. Alors, j'ai répondu par un seul mot. D'accord. Le lendemain matin à 8 heures, les accès étaient verrouillés. Une transaction immobilière était morte. Et la première fissure dans leur futur petit monde parfait s'était déjà largement ouverte. Avant que je vous raconte ce qu'elle a dit ensuite, et pourquoi leur avocat a fini par me supplier de décrocher le téléphone, dites-moi quelle heure il est chez vous et d'où vous regardez cette vidéo. Je veux savoir jusqu'où cette histoire voyage avant de toucher quelqu'un qui l'a vécu aussi. Voici ce que ma mère n'avait pas compris quand elle a envoyé ce message. Elle pensait se débarrasser de la déception de la famille. Ce qu'elle a réellement coupé, c'est la seule personne qui savait où chaque poutre de soutien fragile était cachée à l'intérieur de la maison qu'il prétendait indestructible. Je n'étais pas une sorte de distributeur automatique avec des sentiments. J'étais celle qui avait passé 6 ans à démêler discrètement chaque urgence financière qu'il créait et camouflait ensuite en malchance temporaire. Mon parcours n'était pas dans la banque ou l'immobilier. Je travaillais dans la conformité médico-légale pour des fondations hospitalières et des réseaux de soins privés, ce qui signifiait que j'étais très douée pour identifier où l'argent était censé aller, où il allait réellement. Et ce qui se passait quand les gens pensaient qu'une signature d'un parent de confiance pouvait nettoyer une piste sale. Ma famille n'avait jamais respecté ce travail, mais ils adoraient ce qu'ils pouvaient faire pour eux. Avec le temps, je suis devenue celle qui révisait les contrats qu'ils ne lisaient pas, corrigeait l'exposition fiscale qu'ils ne comprenaient pas, structurait des plans de paiement qu'ils ne pouvaient pas soutenir, et traduisait les conséquences dans une langue qu'ils pouvaient ignorer. Le dernier pétrin concernait un déménagement de standing vers un appartement plus petit dont mes parents se vantaient depuis des mois. Vendre l'ancienne propriété familiale, faire transiter des fonds relais par un arrangement de séquestre temporaire, et conclure l'achat d'un duplex de luxe près du parc de la Tête d'Or à Lyon. Ils disaient à leurs amis que c'était un nouveau chapitre. Ce qu'ils ne disaient pas, c'est que le relais n'existait que parce que j'avais accepté, contre mon meilleur jugement, de superviser la chaîne d'accès juridique, de confirmer la documentation sur l'origine des fonds et de maintenir une autorisation partagée sur 2 comptes liés jusqu'à la signature. Pas de propriété, pas de vol, rien de dramatique ou d'illégal comme les fausses histoires en ligne, juste le genre très réel de confiance administrative que les gens exploitent lorsqu'ils supposent que vous n'arrêterez jamais de les sauver. À 7h43 le lendemain matin, j'étais assise à l'îlot de ma cuisine avec mon ordinateur ouvert, mon café intact, et le message vocal de ma mère tournant dans ma tête comme un métronome. Puis j'ai fait exactement ce qu'une professionnelle compétente fait. Lorsqu'une partie hostile rompt explicitement le contact tout en dépendant encore de sa coopération juridique, je retire ma participation. J'ai informé le coordinateur des titres que je ne servais plus de contact de vérification pour le dossier de documentation source. J'ai informé l'agent immobilier par écrit que je révoquais mon autorisation de communiquer sur la transaction. J'ai signalé les identifiants d'accès partagés pour une suspension immédiate en attente de revalidation d'identité. J'ai également envoyé une note courte et parfaitement professionnelle au comptable de la famille indiquant que tout document précédemment acheminé par mon intermédiaire devrait être réémis sans mes identifiants, ma chaîne de révision, ou ma clause d'indemnisation jointe. Pas de cris, pas de menaces, pas de discours de vengeance, juste une série de retraits légaux de systèmes qui ne fonctionnaient que parce que j'étais dedans. Et puis les conséquences ont commencé à tomber plus vite que je ne l'espérais.
La signature pour le duplex a été retardée en moins d'une heure parce que le côté vendeur refusait de procéder avec une vérification incomplète sur un transfert urgent. Un entrepreneur de rénovation que mon père avait déjà engagé pour l'ancienne propriété a mis leur calendrier de déménagement en pause parce que la confirmation du dépôt ne s'était pas effectuée sous la forme attendue. Un établissement de soins privés que ma mère courtisait pour la transition temporaire de ma grand-mère a demandé des assurances de paiement actualisées avant de réserver la suite qu'elle avait exhibée à ses amis. Ce dernier détail m'a glacé parce que c'était le premier indice que cela ne concernait pas seulement un autre fantasme de relocalisation haut de gamme. Il déplaçait ma grand-mère aussi. Et il le faisait avec un niveau d'excès de confiance financière qui n'avait de sens que s'il croyait que j'amortirais chaque chute. À midi, le premier appel est arrivé. J'ai laissé sonner, puis un autre, puis 6 de plus. C'est drôle comme ne nous recontacter plus se transforme rapidement en pourquoi tu ne réponds pas quand les papiers cessent de bouger. Avez-vous déjà remarqué que certaines familles ne croient aux limites que lorsqu'elles sont celles qui les tracent? Je n'ai pas entendu la voix de ma mère en premier. J'ai entendu la panique porter la voix de mon père comme un costume bon marché. Il a laissé 2 messages vocaux avant le déjeuner en essayant de paraître mesuré et en échouant les 2 fois. Il y a eu un malentendu. Puis 20 minutes plus tard, tu dois nous appeler aujourd'hui. À 15 heures, le ton était passé d'une dignité tendue à une alarme pure. Le notaire dit qu'il y a un blocage. Patricia dit que tu as retiré les autorisations. Je ne sais pas à quel jeu tu joues, mais cela doit être réglé avant la fin de la journée. J'ai sauvegardé les messages et je suis retourné au travail. Je révisais une piste d'audit pour une aile d'oncologie financée par des donateurs quand mon téléphone s'est rallumé encore et encore sur le bureau à côté de moi. Chaque vibration plus frénétique que la précédente. Je me souviens avoir regardé l'écran et vu la discussion de groupe familial soudainement active après des semaines de silence, comme si mon existence avait été restaurée uniquement parce que leur calendrier s'effondrait. Ce soir-là, j'ai enfin ouvert les messages. Ma sœur n'a pas demandé ce qui s'était passé, elle a accusé. Comment as-tu pu faire ça juste avant le déménagement? Maman est humiliée. Comprends-tu seulement les dégâts? C'était là. La logique familière, leur choix, ma faute, leur mensonge, mon fardeau, leur embarras, mon urgence. J'ai failli répondre, mais une transcription de message vocal est arrivée de ma mère, et je l'ai lu 2 fois parce que l'hypocrisie était si parfaite qu'elle semblait scénarisée. Elle m'a traité de vindicative, d'instable et d'ingrate dans le même souffle où elle exigeait que je règle immédiatement le problème de paperasse. Pas d'excuse pour m'avoir coupé. Pas de reconnaissance du fait qu'elle m'avait dit de ne plus les contacter. Juste de l'indignation parce que je l'avais prise au mot. La partie qui a tout changé est arrivée plus tard cette nuit-là quand j'ai examiné un fil de mail que j'avais presque ignoré. Il provenait de la liaison de soins de la résidence privée que ma mère utilisait pour reloger ma grand-mère. Il ne me demandait pas de payer quoi que ce soit. Il me demandait de confirmer si la structure de financement précédemment décrite par la famille était toujours valide parce que l'acompte avait été présenté comme lié au produit de l'achat du duplex, qui à son tour dépendait de la vente de l'ancienne propriété, qui semblait maintenant être au point mort. La liaison était prudente et professionnelle, mais l'implication était brutale. Ma mère avait cherché des soins de prestige qu'elle ne pouvait pas réellement garantir sans empiler une promesse instable sur une autre. Elle avait construit toute la chaîne sur ma fiabilité, puis m'avait coupé comme si j'étais le problème. 2 jours après le message vocal, j'avais 58 appels manqués, pas 79, pas un chiffre gonflé pour le drame. 58. Et chacun d'eux comptait parce que chacun marquait la vitesse à laquelle le contrôle s'échappait de gens qui avaient passé des années à me traiter comme un groupe électrogène de secours sur lequel ils pouvaient taper quand les lumières s'éteignaient. Les appels venaient de mes parents, de ma sœur, de 2 numéros inconnus, d'un courtier et d'un entrepreneur. Puis à 20h17, j'ai reçu le message qui m'a fait comprendre qu'il y avait plus en jeu qu'une signature retardée. Cela venait d'un cabinet d'avocats. Madame Rochefort, c'est Maître Gauthier représentant vos parents. Nous avons un problème sérieux et devons nous parler ce soir. J'ai fixé l'écran, puis l'ancien message vocal de ma mère, puis l'écran à nouveau. Problème sérieux. Ces mots résonnent différemment quand ils viennent de quelqu'un qui facture à l'heure.
J'ai tapé exactement 6 mots. Bonne continuation. C'est vous qui l'avez dit. Puis j'ai posé mon téléphone face contre terre et je les ai laissés mariner dans le silence qu'ils avaient essayé de m'imposer. Que feriez-vous quand les mêmes personnes qui vous ont chassé ont soudainement besoin que votre nom soit attaché à leur survie? Le lendemain matin, j'ai appris quel était le problème sérieux. Et ce n'était pas juste une maison. C'était la réputation, l'influence et le genre de traces écrites que les gens supposent que personne au sein de la famille n'exposera jamais. Maître Gauthier a rappelé d'un nouveau numéro et cette fois j'ai répondu parce que les avocats ne deviennent pas théâtraux à moins que quelque chose de coûteux ne soit en feu. Il a été prudent dans ses termes au début, presque agaçant de calme. Il a dit qu'il y avait eu des complications inattendues liées à la séquence immobilière, à la réservation de la résidence senior et à certaines déclarations faites à des tiers concernant la liquidité disponible. Je lui ai demandé de parler franchement. Il y a eu une pause. Puis il l'a fait. Mes parents s'étaient déjà présentés aux vendeurs, à l'établissement de soins et à au moins un conseil d'administration caritatif comme étant entièrement financé pour une transition de vie majeure. Ma mère, qui siégeait au comité de collecte de fonds pour une association de bienfaisance de luxe pour personnes âgées, avait apparemment utilisé cette image partout. Elle avait promis un programme de parrainage, laissé entendre qu'elle organiserait un événement de réception dans le nouveau duplex et dit aux gens que la famille consolidait ses actifs en douceur. Sauf que la liquidité n'était pas fluide. Elle était fragile. Mon père traînait des dettes professionnelles dont j'ignorais l'existence. Ma sœur avait discrètement vidé une ligne d'urgence commune qui était censée rester intacte, et l'ancienne propriété nécessitait des réparations assez sérieuses pour effrayer un acheteur sensible au prix si elles étaient divulguées trop tard. Il ne déménageait pas en position de force. Il se débattait avant que tout le monde ne s'en aperçoive. J'ai posé à Maître Gauthier la seule question qui comptait. Est-ce que quelqu'un a falsifié mon examen ou laissé entendre que je supervisais encore cela après mon retrait? Son silence m'en a dit plus que sa réponse. Il a dit que certaines parties avaient pu se baser sur des compréhensions préalables impliquant mon rôle. C'est le langage des avocats pour dire que quelqu'un s'est senti à l'aise d'utiliser ma crédibilité alors qu'il n'avait plus mon consentement. Mon cœur s'est glacé alors, pas de rage, mais de certitude. Je lui ai dit que je ne communiquerais que par écrit. Il a commencé à insister, mentionnant le stress familial, la transition de ma grand-mère, la tension artérielle de ma mère, la sensibilité de l'affaire. Je l'ai coupé. Un problème sérieux pour eux ne crée pas d'obligation pour moi. Puis j'ai raccroché. Le reste s'est effiloché par morceaux. Un membre du conseil d'administration de l'association m'a transféré accidentellement ou délibérément un projet d'invitation pour une soirée de donateurs organisée par ma mère dans le duplex pas encore acheté. Le texte de l'événement louait l'engagement continu de la famille Rochefort pour le soutien digne des aînés, ce qui aurait été nauséabond en toutes circonstances. Mais surtout sachant que ma grand-mère était déplacée comme un objet décoratif dans une campagne d'images construite sur de l'argent non garanti. J'ai aussi découvert que ma sœur avait dit à plusieurs personnes que je gérais le côté conformité de la transition. Une expression assez vague pour paraître impressionnante et assez fausse pour m'exposer si les choses tournaient mal. C'est là que l'histoire a cessé d'être une question de sentiments blessés pour devenir une question d'autopréservation. Si leur fantasme s'effondrait publiquement alors que mon nom flottait en arrière-plan, je ne serais pas seulement la fille qu'ils utilisaient. Je serais la professionnelle dont la crédibilité serait traînée dans la boue à cause de leur projet de vanité. Alors, j'ai tout rassemblé. Le message vocal où ma mère me coupait les ponts, les horodatage de mes révocations, l'email confirmant mon retrait de toutes les autorisations, la demande de l'établissement de soins pour des assurances actualisées, le projet d'événement, les messages de ma sœur. J'ai tout compilé dans un dossier propre comme je le ferais pour n'importe quel dossier d'enquête. Pas pour les détruire de manière imprudente, mais pour m'assurer que la vérité avait une structure si jamais j'en avais besoin. Cet après-midi-là, ma mère a enfin cessé de faire semblant d'être offensée et m'a montré qui elle était vraiment. Elle a appelé d'un numéro masqué, et quand j'ai répondu, elle n'a pas dit bonjour. Elle a sifflé, « Comment oses-tu nous humilier ainsi ?» Pas, « Comment oses-tu abandonner la famille, ni pourquoi fais-tu cela ?» Nous humilier. C'était le centre de son univers.
Je lui ai dit que l'humiliation venait du fait d'avoir construit une vie publique sur des promesses qu'elle n'avait pas les moyens de tenir. Elle a rétorqué que tout ce qu'ils avaient fait était pour la famille, que j'étais égoïste, froide, impossible à aimer ces derniers temps. Puis elle a fait l'erreur qui a consumé la dernière de mes hésitations. Elle a dit, après tout ce que nous avons sacrifié, tu nous devais ta coopération. Devais. C'était là. Pas l'amour, pas la confiance, la dette. La même dette qu'il collectait depuis mes 21 ans et le moment où j'avais été la première de la famille à comprendre les contrats, les échéances et les conséquences. Vous vouliez que les méchants soient plus clairs. C'était le moment. Parce que la vérité est que leur cruauté n'a pas commencé avec un message vocal. Elle a commencé des années plus tôt quand mon père a emprunté dans mon fonds d'études pour sauver les apparences après un investissement raté et qu'on m'a dit de ne pas être dramatique. Cela s'est approfondi quand ma mère m'a poussé à sauter un entretien pour une bourse de recherche afin de l'aider à mettre en scène un déjeuner de charité qu'elle voulait faire photographier pour la presse locale. Cela s'est endurci quand ma sœur a pleuré sur mon canapé à propos de factures impayées, a pris l'argent que j'avais viré et a posté des photos de vacances au bord d'une piscine 3 semaines plus tard. Chaque fois que je m'y opposais, il me traitait de dur. Chaque fois que je réparais les choses, il m'appelait famille. Certains d'entre vous savent déjà exactement quel genre de piège c'est. 3 nuits plus tard, tout a explosé en public, mais pas de la manière dont ma mère s'y attendait. Vous vous souvenez de ce projet d'événement pour les donateurs, celui qu'elle faisait circuler avant même de posséder la propriété qu'elle prévoyait d'exhiber. Il s'est avéré qu'elle n'avait pas annulé la réception réelle du comité lié à cette campagne. Elle avait seulement changé le lieu pour revenir au conservatoire historique de l'association et dit à tout le monde que le changement d'endroit était dû à des raffinements logistiques. Un contact mutuel m'a envoyé l'invitation mise à jour avec une seule ligne en dessous. Tu voudras peut-être savoir ce qui se dit sur toi. J'ai failli l'ignorer. Puis j'ai lu la pièce jointe. Ma mère s'était présentée aux donateurs comme une aidante sous une pression extraordinaire, une femme portant à la fois l'avenir de sa mère vieillissante et le fardeau d'une fille éloignée qui avait choisi le ressentiment plutôt que la responsabilité. Elle ne se contentait pas de m'exclure en privé. Elle réécrivait publiquement l'histoire avant que l'effondrement ne puisse retomber sur elle. Alors, j'y suis allée. Je n'y suis pas allée en robe rouge pour faire une scène. Je n'y suis pas arrivée avec une équipe de sécurité ou un dossier sous le bras comme une sorte de vengeresse de feuilleton. J'y suis allée exactement de la manière dont les gens s'attendent le moins à voir arriver les problèmes, calme, tôt, et habillé comme quelqu'un qui appartient aux pièces où l'on attend des mensonges qu'ils gardent leur posture. Le conservatoire était plein de verres, de verdure hivernale, de bois poli et de gens riches simulant l'empathie autour de coupes de champagne. J'ai vu ma mère à l'autre bout de la pièce immédiatement, souriant avec cette douceur charitable qu'elle n'utilisait que lorsqu'il y avait des témoins. Mon père se tenait près du mur des donateurs, paraissant 20 ans de plus qu'une semaine auparavant. Ma sœur riait trop fort à côté d'un administrateur que je reconnaissais d'un conseil régional de santé. Puis ma mère m'a vue et pendant une seconde parfaite, tout son visage a oublié comment jouer la comédie. Elle a traversé la pièce rapidement, les dents serrées derrière un sourire. « Pourquoi es-tu ici » a-t-elle demandé en bougeant à peine les lèvres. J'ai répondu, « J'ai été invitée dans l'histoire que tu racontes. » Elle a essayé de me guider vers un couloir latéral, mais 2 femmes se sont retournées à cause de la tension dans sa voix, alors elle a continué de sourire. « Ce n'est pas l'endroit » a-t-elle murmuré. J'ai répondu tout aussi doucement, tu en as fait l'endroit quand tu as utilisé mon nom pour faire tenir ta version des faits. Cela l'a déstabilisée. Elle a sifflé que tout le monde savait déjà que j'avais été difficile, instable et vindicative depuis que j'avais retiré mon soutien pendant une crise familiale. J'ai demandé si par soutien elle entendait ma crédibilité, mon travail ou l'autorisation qu'elle continuait d'utiliser après m'avoir coupé. Cela a frappé plus fort que je ne le pensais parce que mon père, se tenant à quelques pas de là, a regardé droit vers le sol. Ma sœur s'est précipitée ensuite, toute de panique fragile et de parfum coûteux. « Peux-tu ne pas faire ça ici » a-t-elle marmonné. Maman tient à peine le coup. Je l'ai regardée et je me suis souvenu de chaque fois qu'elle avait utilisé ses larmes pour externaliser les conséquences de ses choix. Intéressant, ai-je dit, parce qu'il me semble me souvenir que vous étiez tous très déterminés à avancer sans moi. Elle m'a attrapé le bras.
C'était son erreur. Pas parce que ça faisait mal, mais parce que les gens l'ont vu. Un administrateur s'est retourné, puis un couple de donateurs. Puis l'un des coordinateurs de l'événement qui avait déjà l'air surmené et méfiant. Ma mère a immédiatement changé de tactique et a élevé la voix d'un demi-ton. Juste assez pour paraître blessée, pas assez pour paraître coupable. Adèle, s'il te plaît. Il s'agit de ta grand-mère. Cette réplique était destinée à me faire passer pour un monstre si je ne pliais pas. Au lieu de cela, j'ai dit la chose la plus silencieuse de la pièce. Alors parlons de mamie. Le silence se déplace différemment dans les espaces riches. Il ne claque pas. Il gèle. J'ai demandé à ma mère si l'établissement de soins avait été informé que la compte reposait sur une signature qui n'avait pas eu lieu. J'ai demandé à mon père si le vendeur savait que les réparations de l'ancienne propriété étaient plus importantes que ce qui avait été initialement représenté. J'ai demandé à ma sœur si elle avait ou non dit aux gens que je gérais encore la conformité après avoir révoqué ce rôle par écrit. Pas de cris, pas de théâtralité, juste des questions assez tranchantes pour percer l'image qu'ils avaient gonflée autour d'eux. Ma mère a essayé de me faire taire en me traitant de cruelle. Mon père a dit que c'était privé. Ma sœur a commencé à pleurer sur commande, mais à ce moment-là, les mauvaises personnes écoutaient. Un administrateur s'est approché et a demandé gentiment mais sans équivoque. Madame Rochefort n'était-elle finalement pas impliquée dans la transition? Je me suis tournée vers lui et j'ai dit, pas après qu'on m'ait dit de ne plus les contacter. J'ai le message vocal, les avis de retrait et les horodatage si quelqu'un a besoin de clarté. Ma mère est devenue livide, pas d'une colère rouge, mais d'une blancheur de bête acculée. Elle savait exactement ce qui comptait dans cette pièce. Pas la moralité, pas la loyauté familiale, mais l'incohérence documentée. En quelques minutes, le président du conseil l'avait prise à part. Le coordinateur de l'événement a chuchoté à quelqu'un du service juridique. Mon père avait l'air d'être sur le point de s'évanouir. Ma sœur n'arrêtait pas de dire que c'était un malentendu, mais son mascara coulait et personne d'important ne la consolait. Ce n'était toujours pas le coup le plus dur. Le coup le plus dur est venu d'une femme que je n'avais rencontrée que 2 fois auparavant, une donatrice âgée avec le genre de fortune qui n'a pas besoin de hausser la voix. Elle a regardé ma mère et a dit très calmement, « Patricia, des engagements charitables ont-ils été discutés avant que vos propres obligations domestiques ne soient stables ?» C'était une phrase si précise qu'elle a tranché la pièce en deux, parce que tout le monde là-bas comprenait ce que cela signifiait réellement. Avait-elle fait étalage de générosité avec de l'argent qu'elle ne contrôlait pas, alors que ses obligations privées étaient maintenues par une fille qu'elle venait de vilipender publiquement? Ma mère a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Je suis partie avant que le spectacle ne devienne dérisoire, mais je n'ai pas quitté les lieux les mains vides. Alors que je sortais, Maître Gauthier m'a intercepté près du vestiaire sans aucune trace de son calme précédent. Il a demandé si nous pouvions s'il vous plaît résoudre les choses discrètement. Discrètement, un autre mot favori que les gens utilisent quand ils veulent dire avant que les conséquences ne deviennent permanentes. Je lui ai dit que je n'avais aucun intérêt pour le spectacle, seulement pour la distance et l'exactitude. Il a dit que mes parents faisaient maintenant face à l'effondrement de la vente immobilière, à un examen minutieux du conseil d'administration de l'association et à une possible plainte pour fausse déclaration liée à un contrat de soins. Je l'ai regardé et j'ai dit, ça a l'air sérieux. Puis j'ai pris mon manteau et je suis rentrée chez moi. Laissez-moi vous demander quelque chose. Quand une famille utilise votre silence comme matériau de construction pour ses mensonges, est-ce que parler est une vengeance ou juste enfin de l'autodéfense? L'embarras public ne m'a pas guérie. Cela ne m'a pas fait danser dans mon appartement, guérie et triomphante comme les histoires de vengeance bon marché aiment à le prétendre. Cela m'a laissée tendue, nauséeuse et incapable de dormir. Je n'arrêtais pas de rejouer la scène du conservatoire, non pas parce que je regrettais d'avoir dit la vérité, mais parce que les gens comme ma famille vous entraînent à vous sentir coupable au moment où vous arrêtez d'absorber les chocs pour eux. Tout le week-end, mon téléphone a vibré avec des tactiques changeantes. Mon père a envoyé un SMS disant que la tension de ma mère avait grimpé en flèche et que quoi que ce soit, cela était allé trop loin. Ma sœur a écrit 3 paragraphes sur le traumatisme, la loyauté et la façon dont je punissais tout le monde pour un problème de communication.
Ma mère alternait entre le silence et de brefs messages venimeux, insinuant que j'avais détruit l'avenir de ma grand-mère par dépit. Aucun d'entre eux n'a reconnu l'ordre réel des événements. Elle m'a coupé. Ils ont continué à s'appuyer sur mon rôle. Je me suis retirée correctement et leur propre façade mensongère s'est effondrée sous son propre poids. Je ne suis pas allée en thérapie avec un petit ami sage qui a résumé la leçon en une phrase. J'y suis allée parce que mes mains tremblaient quand j'ouvrais ma boîte de réception et parce que j'ai réalisé quelque chose de laid. Même après tout cela, une partie de moi voulait encore la permission d'arrêter de les sauver. J'ai rencontré une thérapeute spécialisée en traumatisme nommée Dr Élise Mercé, et elle ne m'a pas flattée avec des clichés sur l'autonomisation. Elle m'a posé une question qui s'est logée dans mes côtes. Quand votre famille vous a-t-elle appris pour la première fois que l'utilité était le prix de l'appartenance? Je suis restée assise longtemps avant de répondre. J'avais 13 ans quand ma mère a commencé à me faire arbitrer les disputes entre elle et mon père parce que j'étais la calme. 16 ans quand j'ai commencé à lire les documents de prêt à haute voix parce que les adultes dans ma maison préféraient l'optimisme aux détails. 21 ans quand on m'a dit que retarder mes projets d'un an pour stabiliser la famille était noble. 28 ans quand j'ai réalisé qu'il n'y aurait jamais d'urgence finale, juste une rotation de catastrophes liée entre elles par un sentiment de droit. Docteur Mercé ne m'a pas dit de pardonner. Elle m'a dit de documenter ma réalité pour ne pas laisser les autres me rayer de ma propre histoire. Alors je l'ai fait. J'ai noté les anciens incidents que j'avais minimisés pendant des années. Le fonds d'études discrètement siphonné. Les opportunités de bourse sabotées. Les tâches de soins temporaires qui s'étaient transformées en gestion de projets non rémunérés pour chaque crise que mes parents fabriquaient. La façon dont ma sœur avait appris que les larmes pouvaient dérouter l'argent et le travail dans sa direction plus vite que l'honnêteté ne le pourrait jamais. Une fois sur papier, le schéma a cessé de ressembler à un chaos familial et a commencé à ressembler à une extraction systématique. Puis est venue la confrontation dans l'ancienne maison. Mon père a demandé à me voir. Il a dit qu'il voulait une conversation d'adulte sans cri. Contre mon meilleur jugement, j'y suis allée, mais je n'y suis pas allée seule au sens émotionnel. J'ai apporté des dates, des captures d'écran et un esprit enfin ancré dans les faits. La maison semblait à moitié emballée et hantée. Des chaises de designer enveloppées dans des couvertures de déménagement. Des œuvres d'art absentes des murs. Des fissures dans les boiseries de l'entrée qui semblaient mineures 2 semaines plus tôt étaient maintenant impossibles à ignorer. Ma mère était à la table de la salle à manger avant que j'entre, aussi posée qu'une accusée qui pense encore que le charme pourrait fonctionner sur le jury. Ma sœur était là aussi, les yeux rouges et furieuse. Voilà pour la conversation privée. Pendant les 10 premières minutes, ils ont essayé le révisionnisme. Ma mère a dit que le message vocal avait été envoyé sous le coup de la colère et n'était pas à prendre littéralement. Mon père a dit que tout le monde était sous pression. Ma sœur a prétendu que personne n'avait utilisé mon nom indûment, mais avait seulement supposé une continuité. Puis j'ai posé les horodatages imprimés sur la table un par un. Avis de révocation, correspondance avec le notaire, email du comptable, demande de la liaison de soins, projet d'événement. Les commentaires publics de ma mère qui m'avaient été rapportés par un membre du conseil. L'atmosphère de la pièce a changé. Les faits font cela. Ils prennent toute l'ambiguïté chaleureuse dans laquelle les gens manipulateurs se cachent et la dépouillent. C'est alors que leur vrai moi a enfin fait surface. Ma mère a frappé la table de sa main et a dit que j'avais toujours aimé les faire se sentir petits parce que j'étais la seule à comprendre comment les systèmes fonctionnaient. Mon père a rétorqué que rien de tout cela ne serait arrivé si j'avais simplement aidé la famille au lieu d'agir de manière supérieure. Ma sœur a laissé échapper la vérité par accident. Tu agis toujours comme si l'argent était le tien. Je l'ai regardé et j'ai dit, pas l'argent, les conséquences. Personne n'a répondu parce que c'était le cœur du problème. Il voulait l'accès sans la responsabilité, l'image sans la solvabilité, la dépendance sans la gratitude. Et puis enfouie à l'intérieur d'un monologue alimenté par la rage, ma mère a révélé la chose la plus laide qu'elle m'ait jamais dite. Elle a admis qu'il s'était attendu à ce que je mette mon propre achat d'appartement en pause cette année-là parce que quelqu'un de responsable devait agir comme un adulte, sans même me le demander. Attendu. Elle parlait de ma vie comme s'il s'agissait d'un inventaire familial.
quelque chose a réaffecté. Quelque chose s'est figé à l'intérieur de moi. Puis, pas brisé, juste immobile. Le genre d'immobilité qui vient quand la dernière excuse meurt. Je leur ai dit que j'avais fini. Pas pour une semaine. Pas jusqu'à ce qu'ils se calment. Fini. Je ne rétablirai pas les accès. Je n'attacherai mon nom à aucune transaction. Je n'interviendrai pas auprès du conseil d'administration de l'association, des résidents de soins, du courtier ou du comptable. S'ils voulaient expliquer leurs propres fausses déclarations, ils pouvaient enfin s'entendre le faire. Mon père a qualifié cela de cruel. Ma mère a dit que j'abandonnais mon sang. Ma sœur a chuchoté que je le regretterais quand mamie souffrirait. Je leur ai dit que la personne qui avait mis mamie en danger était celle qu'il avait utilisée comme preuve sociale pour un déménagement qu'il ne pouvait pas se permettre. Puis je me suis levée et je suis partie alors qu'il criait encore. Les retombées ont pris 6 semaines et c'était plus laid que ce que j'avais prévu. La vente de l'ancienne propriété n'a pas seulement trébuché. Elle s'est effondrée après que l'acheteur a exigé des divulgations plus approfondies et un crédit de réparation que mes parents ne pouvaient pas absorber. Le duplex au bord du parc était parti en quelques jours, vendu à un autre acheteur avec une paperasse plus propre et une liquidité réelle. L'établissement de soins privés a retiré la réservation après que les représentations financières incohérentes eurent déclenché un examen interne. On a discrètement demandé à ma mère de se retirer du comité de soutien aux aînés de l'association, en attendant la clarification des préoccupations récentes, ce qui en langage social police signifie que la salle ne vous fait plus confiance ni pour son argent ni pour son image. Le mode de vie déjà fragile de ma sœur s'est fissuré ensuite. La ligne d'urgence commune qu'elle avait vidée est devenue impossible à cacher une fois que plus personne ne bouchait les trous pour elle, et le petit ami qu'elle impressionnait avec un luxe soigneusement mis en scène avait apparemment des opinions tranchées sur l'honnêteté. Une fois que les avis de recouvrement se sont impliqués, mon père, qui avait passé des années à flotter au-dessus des conséquences avec une dignité fatiguée, a fini par accepter un travail de consultant qu'il méprisait autrefois juste pour empêcher la dette de faire boule de neige. Et ma grand-mère, c'était la seule chose que j'ai refusé de les laisser utiliser comme arme. Je n'ai pas surgi pour sauver toute la famille. J'ai fait quelque chose de beaucoup plus contrôlé via un canal documenté séparé et seulement après avoir confirmé que cela ne me réenracinerait pas dans leur cirque financier. J'ai aidé à lui assurer un placement modeste et réputé grâce à un contact travailleur social sans lien avec les plans de vanité de mes parents. Pas de brochure de luxe, pas de scénario de dîner de donateurs, juste des soins sûrs, des chiffres honnêtes et des gens qui comprenaient que la dignité ne nécessite pas de comptoir en marbre et un langage de coupure de ruban. Quand ma mère l'a appris, elle m'a appelé en hurlant que je l'avais humiliée en déclassant l'avenir de mamie. Ce mot m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Pour elle, les soins avaient toujours été l'image d'abord, les besoins humains ensuite. Ce qui a changé en moi, ce n'est pas que je sois devenue dure. C'est que je suis devenue indisponible pour la distorsion. J'ai arrêté de lire chaque message. J'ai acheminé toute communication juridique ou financière vers un dossier et je n'ai répondu que lorsque c'était nécessaire, par écrit, sans aucune ouverture émotionnelle. J'ai raconté aux membres de la famille élargie une version courte de la vérité avant que ma mère ne puisse finir de me peindre comme instable. Certains m'ont cru immédiatement parce que, finalement, les gens avaient remarqué plus de choses que je ne le pensais. D'autres non. C'était très bien ainsi. L'une des libertés étranges de sortir enfin d'un rôle familial est de réaliser que vous n'avez pas à gagner chaque public. Vous n'avez qu'à cesser d'être volontaire pour servir de scène. Environ un mois plus tard, Maître Gauthier m'a contacté à nouveau, pas pour menacer, ni pour négocier une restauration, mais pour me demander si je signerais une déclaration clarifiant le calendrier de mon retrait de toutes les transactions liées à la famille, pas pour le bénéfice de mes parents, mais pour limiter les dégâts. Le conseil d'administration, l'établissement de soins et un prêteur voulaient tous que la séquence soit documentée. J'ai signé une déclaration précise qui ne faisait qu'une chose. Elle séparait mon nom de leur conduite. Pas d'embellissement, pas de monologue de vengeance, juste un dossier propre. C'était plus dévastateur que n'importe quel cri aurait pu l'être. Parce qu'une fois les faits fixés, ils ne pouvaient plus continuer à me salir comme étant la cause de dommages qu'ils avaient eux-mêmes engendrés. Puis est venue la dernière rencontre,
celle qui aurait pu transformer cela en une histoire de réconciliation douce et recyclée si j'étais une femme différente. Ma mère a demandé à me voir en personne, pas dans un café avec du soleil et une musique mélancolique, mais au bureau de son avocat, parce qu'à ce moment-là, même elle comprenait que tout ce qui était important entre nous nécessitait désormais des témoins. J'ai failli ne pas y aller, mais je voulais entendre une fois si elle était capable de dire une chose vraie sans l'envelopper d'apitoiement sur soi. Elle paraissait plus petite que dans mes souvenirs, mais pas humiliée de la belle manière guérissante que les gens romantisent. Plus petite de la manière pratique dont les conséquences font rétrécir les gens qui pensaient en être exemptés. Elle ne s'est pas excusée d'abord. Elle a commencé par les épreuves. À quel point ils avaient été stressés, à quel point ils étaient embarrassés, tout ce qui avait été perdu. Je l'ai laissée parler jusqu'à ce qu'elle soit à court de réarrangement et n'ait d'autre choix que de faire face à l'évidence. Puis j'ai dit, tu m'as dit de ne plus te contacter. J'ai respecté cela. Tu as continué à utiliser ce que j'avais construit après m'avoir chassé. C'est pourquoi tout a cassé. Elle a essayé de pleurer alors. De vraies larmes, peut-être, mais les larmes ne sont pas la vérité. Elles ne sont que la météo. Mon père fixait la table. Ma sœur n'était pas là. Apparemment, même elle savait que la performance ne tiendrait pas. Enfin, ma mère a posé la question qu'elle aurait dû poser des années plus tôt, bien que pas pour des raisons nobles. Elle a demandé, y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour arranger ça? Et c'était là, l'ouverture fantastique que chaque famille toxique espère être encore disponible après avoir brûlé tous les autres ponts. La phrase magique où la fille eût-il fourni une carte pour revenir à la normale. Je l'ai regardée pendant un long moment et j'ai réalisé que la réponse était non. Pas parce que je suis cruelle, mais parce que certaines structures doivent rester effondrées. On ne reconstruit pas une maison au-dessus d'un gouffre juste parce que les gens qui ont ignoré les signaux d'alarme ont enfin eu peur. Alors, je lui ai dit la vérité qu'il détestait le plus. Vous ne pouvez pas arranger ça avec moi. Vous pouvez seulement vivre avec ce que vous avez fait sans faire de moi votre équipe de réparation à nouveau. Ma mère a tressailli comme si je l'avais frappée. Mon père a enfin parlé et a demandé si cela signifiait que je les coupais pour toujours. J'ai dit, non, vous avez fait cela en premier. Je refuse simplement de ramper pour revenir dans l'ouverture. Puis je me suis levée, j'ai pris mon manteau et je suis sortie du bureau pendant que ma mère appelait mon nom avec la voix qu'elle utilisait quand elle s'attendait à ce que l'histoire s'inverse pour son confort. Ce ne fut pas le cas. La dernière mise à jour pour quiconque se demande s'ils ont vraiment payé le prix est celle-ci. Ma mère a perdu son rôle au sein du comité et la majeure partie du capital social qu'elle avait construit autour d'une générosité de façade. Mon père a vendu l'ancienne maison des mois plus tard pour moins cher que ce dont il s'était vanté après des réparations qu'il ne pouvait plus prétendre être cosmétiques. Ma sœur a emménagé dans un logement beaucoup plus petit et a disparu des cercles où elle avait l'habitude de plastronner. Le récit familial selon lequel j'étais instable, amère et vindicative ne s'est jamais complètement rétabli une fois que les gens ont réalisé que j'avais été l'infrastructure silencieuse sous leur respectabilité depuis le début. Il s'avère que la panique s'ensuit quand la personne qui fait le travail invisible ne devient visible que le temps de partir. Quant à moi, j'ai acheté mon propre appartement cet automne-là, celui qu'il s'attendait autrefois à ce que je reporte parce que le pétrin de quelqu'un d'autre comptait plus que mon avenir. J'ai signé seule, sans discussion de groupe, sans bénédiction familiale, sans appel téléphonique dramatique, juste avec un stylo propre, un titre de propriété net et le genre de silence qui ressemble à une récompense plutôt qu'à une punition. Certaines personnes pensent que la vengeance doit ressembler à des cris, à une ruine publique ou à une réplique parfaite lancée sous des lustres. Parfois, la vengeance la plus profonde consiste simplement à laisser les gens éprouver tout le poids d'une vie qu'ils ont construite sur votre loyauté non rémunérée. Cette histoire nous plonge au cœur des dynamiques familiales complexes où l'utilité remplace souvent l'affection réelle. Adèle représente cette figure de l'ombre présente dans tant de familles, celle sur qui tout repose mais que l'on finit par mépriser car sa compétence renvoie les autres à leur propre faiblesse. Le moment où elle décide de prendre ses parents au mot et de respecter leur demande de rupture de contact est un acte de libération radicale. Ce qui est fascinant dans ce récit, c'est la manière dont le système familial s'effondre non pas à cause d'une attaque extérieure, mais simplement par l'absence d'un soutien que les autres considéraient comme indu. En France,
où les structures familiales et les apparences sociales ont parfois un poids écrasant, cette transition vers l'indépendance totale est particulièrement difficile. La réaction de la mère, qui place l'humiliation sociale au-dessus de la perte de sa fille, est révélatrice d'une personnalité narcissique où l'image publique prime sur la réalité émotionnelle. Le dénouement montre qu'il n'y a pas toujours besoin de cris pour se venger. Le simple fait de laisser les gens faire face aux conséquences de leurs propres actes est la forme de justice la plus pure. Et vous, avez-vous déjà ressenti que vous étiez le pilier invisible de votre entourage au point qu'on finisse par oublier que vous avez vos propres rêves et besoins ? Seriez-vous capable de couper les ponts aussi radicalement si votre propre famille vous traitait ainsi ?